Hola à todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos messages que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo, à savoir l'affaire Madeleine McCann. Vous avez été nombreux à me féliciter du travail accompli, enfin de la longueur en tout cas de la vidéo. Et je vous avoue que ça fait énormément plaisir puisqu'effectivement, ça a été un travail monstre. Comme je vous l'ai dit, j'ai cru que mon ordinateur il allait fondre tellement le montage... monter une vidéo de plus d'une heure, je pense que je ne vais pas réitérer l'expérience dans les médias. À mon avis, je vais me limiter un peu, parce que mon ordinateur, il ne tiendra jamais le coup sinon. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. C'est très encourageant. Et ça met un peu de baume au cœur. Bon bref, parenthèse fermée. Aujourd'hui, je vous viens sur un cas de disparition très mystérieux qui s'est passé en France il y a une bonne trentaine d'années maintenant, à savoir la disparition du petit Yanis Moret. Et en fait, c'est un cold case, à savoir que cette affaire n'a jamais été résolue. Et j'aime bien parler d'affaires non résolues, comme ça permet de les remonter et de faire en sorte de ne jamais oublier. Donc certains d'entre vous doivent la connaître, cette affaire, c'est sûr et certain même. Mais du coup, voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'affaire en elle-même, parce qu'il n'y a pas eu énormément de rebondissements. Donc je vais vous donner tout ce que moi j'ai trouvé. Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez surtout pas à les glisser en barre des commentaires. Comme ça permettra d'enrichir ce que j'ai déjà dit dans la vidéo. Et puis ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vais vous laisser vous poser tranquillement. Et puis je vous dis à tout de suite. Est-ce que vous avez peur que la justice classe l'affaire? Oui, tout à fait. Je dis qu'on essaie de faire tout ce qu'on peut, mais je vois pas tellement ce qu'on peut faire maintenant. Oui, c'est extrêmement limité finalement, dans la mesure où les photos correspondent plus, 2 ans et demi se sont passés, puis d'autres affaires prennent le pas, c'est normal, c'est l'actualité aussi. On a l'impression qu'effectivement, ça intéresse plus grand monde. On est le 2 mai 1989 à Ganagobi, une petite commune de pas plus de 100 habitants, située dans les hauteurs des Alpes de Haute-Provence. Très tôt ce matin-là, Yanis Moret, un petit garçon de 3 ans, sort de chez lui avec ses 3 grands frères pour aller jouer. Ils se rendent à l'entrée de la forêt qui se situe à quelques mètres à peine de chez eux, parce que ce jour-là il fait beau et les enfants ont décidé de construire une cabane en bois avec des branches d'arbres, comme on l'a tous très certainement fait quand on était enfant. Quand ils sortent de la maison, Pascaline Moret, donc la maman des enfants, demande au frère aîné de faire très attention à ses petits frères, mais surtout au petit Yanis, qui est le petit dernier de la famille, c'est le plus délicat, le plus fragile. Et elle lui dit, voilà, tu ne le quittes pas des yeux, de toute façon, elle peut les apercevoir à travers la fenêtre de chez elle, mais elle se dit que dans la mesure où il y a des petits chemins escarpés qui sont à l'entrée de la forêt, un accident est vite arrivé. Au bout de même pas 1 heure, 2 des frères décident de retourner à la maison, certainement pour aller se désaltérer, tandis que le frère aîné, lui, préfère rester à l'entrée de la forêt pour continuer à travailler sur sa cabane en bois. Yanis, quant à lui, décide de suivre ses 2 frères qui se dirigent vers la maison. Et entre l'endroit où ils étaient en train de jouer, de construire la cabane, et la maison, donc il n'y a que quelques mètres qui les séparent, et pendant ce laps de temps, il disparaît. Aux alentours de 10h, Pascaline sort de chez elle pour rejoindre ses fils et c'est là qu'elle réalise que Yanis n'est pas avec eux. Elle rentre à l'intérieur de chez elle, elle vérifie s'il ne se trouve pas dans sa chambre, dans la cuisine, dans le salon. Aucune trace du petit garçon. Au départ, elle panique pas, Pascaline, parce que leur maison elle est située dans un cul-de-sac. Donc c'est assez sécure. Du coup, elle vérifie dans la cour autour de la maison, aucune trace du petit garçon. Là, elle demande à ses fils de l'aider à rechercher Yanis au niveau du sous-bois. Elle pense qu'il s'est certainement aventuré un peu trop loin au niveau du sous-bois, qu'il serait donc là, qu'il serait perdu. Peut-être qu'il s'est blessé, il est tombé, il a mal au genou. Elle panique pas tout de suite. Elle vérifie du coup au niveau des sous-bois. Là encore, aucune trace de son fils. Ganagobi, c'est une toute petite commune. Du coup, très rapidement, des voisins sont alertés par les cris de Pascaline qui crie le nom de son fils au niveau du sous-bois. Certains se joignent à elle dans ses recherches et pour finir, plus de 400 habitants donc de Ganagobi, mais ainsi que des villes voisines, se mobilisent et se joignent aux recherches. Ils lancent des battues dans la colline, dans les sous-bois, dans les points d'eau, ainsi que dans tout le massif qui n'a aucune trace de Yanis. Quelques heures plus tard, Pascaline et son mari Gérard contactent les gendarmes et leur expliquent la situation. Ces derniers se rendent sur place et très rapidement des moyens considérables sont déployés. Les pompiers et l'armée de l'air se joignent aux recherches et en tout une centaine d'hommes est mobilisée plusieurs jours pour rechercher Yanis dans toutes les hauteurs de Ganagobi et dans les villes voisines. Aucune trace de l'enfant. Les semaines et les mois qui suivent, Pascaline et Gérard continuent leurs recherches et en parallèle ils vont recevoir pas mal de coups de fil anonymes, des plaisantins.
soit pour leur dire que leur fils est mort et qu'il se trouve à tel endroit, soit pour leur dire que leur fils a été enlevé pour alimenter un réseau d'adoption illégale. Il y a même des médiums qui vont se proposer de les aider, mais c'est sans surprise que leurs indications ne vont absolument rien donner. Et là, coup de tonnerre. Le 1er octobre 1990, soit plus d'1 an après la disparition de Yanis, un chasseur trouve les vêtements, les baskets et le bracelet du petit garçon à une centaine de mètres de son domicile, au niveau d'un chemin boisé. Les gendarmes sont avertis et se rendent sur place. Et là, ce qui les frappe immédiatement, c'est que l'endroit où ont été retrouvés les vêtements avait été passé au crible fin à 3 reprises l'année précédente. Pour eux, c'est très bizarre. Le deuxième élément troublant, c'est que les vêtements sont intacts. Aucune trace de sang, aucune trace de boue, comme s'ils avaient été conservés à l'abri pendant tout ce temps et que quelqu'un les avait ensuite déposés à cet endroit. Donc pour eux, ça ne peut signifier que ça. Le ravisseur a déposé les vêtements de Yanis quelques jours auparavant. Quelques mois plus tard, en 1991, des analyses ADN sont effectuées sur les vêtements, mais ça ne donne rien de concluant. La raison est simple, c'est qu'à l'époque, les techniques utilisées n'étaient pas aussi avancées que celles qu'on utilise aujourd'hui. En 1993, la RATP lance une campagne d'affichage avec l'avis de recherche de Yanis sur les transports publics. Et il me semble même que c'était la première fois qu'un tel dispositif était mis en place en France à la suite d'une disparition d'enfants. En 1996, un nouvel avis de recherche est lancé, mais cette fois-ci avec le visage de Yanis vieilli par ordinateur. Et c'est cette même année que Pascaline et Gérard Moret perdent un second fils à la suite d'un accident. En octobre 1999, des investigations sont relancées. Je crois même que le dossier d'instruction est réouvert suite au témoignage d'un homme qui vit à Metz et qui affirme avoir vu le petit Yanis Moret dans son secteur quelques années auparavant. Les enquêteurs vont vérifier, mais cette piste ne donne rien. En mai 2000, l'association APEV organise une grande campagne d'affichage nationale avec tous les avis de recherche d'enfants français disparus. Et on y trouve entre autres la photo du petit Yanis Moret. À la suite de cette campagne d'affichage, les gendarmes reçoivent tout un tas de coups de téléphone de personnes ayant des informations concernant la disparition du petit Yanis. Il aurait été aperçu aux 4 coins de la France, mais également en Belgique, au Royaume-Uni et même en Algérie. Les enquêteurs vont vérifier toutes ces pistes, ça ne donne absolument rien. En 2001, le juge d'instruction clôt le dossier sur la disparition de Yanis Moret sans en avertir les parents. Et le 13 mai de cette année, Yanis aurait eu 35 ans. Quant à mon avis sur cette disparition, je pense que cette fois-ci, pour de vrai, ça va être très succinct. Selon moi, le petit garçon a été enlevé par quelqu'un de la région, du secteur, soit par quelqu'un de Ganagobi, soit par quelqu'un d'une ville voisine. Je pense que cette personne connaissait très bien la famille Moret, connaissait du coup l'emplacement de leur maison pour 2 raisons. La première, en fait, c'est qu'il fallait vraiment connaître l'endroit pour pouvoir enlever un enfant aussi simplement ou facilement et pouvoir ensuite l'emmener ailleurs. Et la seconde raison, c'est que la personne a déposé plus d'1 an après les vêtements du petit garçon. Ce qui veut dire que cette personne avait gardé les vêtements chez elle et que peut-être par culpabilité ou peut-être par sadisme, elle les a ensuite redéposés à l'endroit, pas très loin de chez les parents. Donc moi, je suis persuadée que la personne était du coin. Je pense que c'était potentiellement un pédophile qui devait tourner autour de la famille Moret depuis quelques temps. Et ce jour-là, comme on dit, l'occasion fait le larron. Il a vu le petit garçon et il est parti avec. Je pense que peut-être que Yanis, en l'apercevant, vu que c'était quelqu'un qu'il connaissait, peut-être qu'il l'a suivi, ou peut-être que l'homme en question était un peu plus haut au niveau de la maison, genre un endroit où les 3 autres frères ne pouvaient pas le voir, qu'il a fait un signe au petit garçon et que le petit garçon l'a rejoint parce qu'il devait peut-être le connaître. Donc voilà, ça c'est mon avis sur cette question. Depuis 2001, je ne sais absolument pas s'il y a eu du nouveau, si les investigations étaient relancées. Je pense que ça ne le sera jamais, puisqu'à mon avis, je pense qu'en France, on n'est pas préparé en fait à tout ce qui est de l'ordre des cold cases. Je pense qu'on n'est peut-être pas suffisamment préparé. Puis aussi, peut-être que les gens, avec le temps, préfèrent ne plus y penser. Je pense à moi, ça me fait beaucoup de peine pour Pascaline Moret, parce que je pense qu'elle a dû beaucoup culpabiliser toutes ces années en croyant être responsable de la disparition de son fils, alors qu'en soi, là, je veux dire, les enfants jouaient juste devant la maison.
On peut pas faire plus sécure. Enfin, plus sécure, c'est à l'intérieur de la maison en l'occurrence. Mais là, il jouait juste devant la maison. Elle se trouvait près de la fenêtre. Donc, je sais pas. Pour moi, en fait, elle a rien fait de mal. Puisqu'en plus de ça, sa maison était un peu excentrée et qu'elle était en cul-de-sac. Ce qui veut dire que selon elle, il n'y avait vraiment aucun danger, quoi. Ses gosses étaient là, construisaient une cabane. Enfin bon. Ouais, ça fait beaucoup de peine. Surtout qu'ils ont perdu ensuite un second fils quelques années après. Ça a dû être ça a dû être très douloureux pour ses parents. Enfin bon, j'espère qu'un jour on aura des réponses quant à cette disparition, cet enlèvement plutôt, hein, parce que selon moi c'est un enlèvement. J'espère sincèrement que la personne qui a fait ça en a parlé à quelqu'un qui un jour en fait dira la vérité, histoire que Pascaline et Gérard puissent faire leur deuil convenablement et qu'ils puissent, pourquoi pas, retrouver la dépouille de leur fils et l'enterrer dignement. Enfin voilà tout pour l'affaire Yanis Moret. Si cette histoire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. C'est toujours aussi difficile, aussi présent. Je pensais qu'avec le temps, que ça allait peut-être s'atténuer. En fin de compte, c'est toujours aussi vif. Et le pire, c'est de ne pas savoir comment ça s'est passé, où il est, s'il est vivant, s'il est mort. C'est ça qui est le plus difficile à accepter, à faire avec. Un décès, certes, la douleur est là, ça aurait été compliqué, mais on aurait pu aller se recueillir. Mais là, en n'ayant rien du tout, c'est ça qui est difficile. On tourne en rond, en fin de compte. Et je crois que jusqu'à la fin, ce sera toujours pareil.